dédoublements des temps permettent de comprendre la biologie, le comment vivre. C'est le principe même de la vie, à savoir qu'il faut pouvoir agir instantanément lorsque vous êtes agressé. N'importe quelle particule doit pouvoir réussir à stopper une agression instantanément. Alors elle dispose pour cela d'un dédoublement, c'est-à-dire toute particule possède une particule dédoublée qui ne vit pas dans le même temps, mais en un temps tellement accéléré que la particule dédoublée a le temps de faire l'expérience pour la particule initiale. De ce fait, un échange d'informations. Alors il faut imaginer qu'il y ait possibilité d'échange d'informations entre deux temps différents, fait que la particule initiale reçoit une information d'une expérience qu'elle n'a pas eu le temps de faire, mais que sa particule dédoublée a pu faire dans un temps qui, pour elle, existe. Donc voilà le principe de base. Bien sûr, ça va beaucoup plus loin, puisque la particule dédoublée, à son tour, dans un temps qui n'existe pas pour la particule initiale, est une particule initiale qui possède aussi des temps imperceptibles dans lesquels existe une particule dédoublée. Donc c'est une succession d'emboîtements de particules dédoublées. Le but de cela, c'est simplement d'avoir une réponse à une question sans avoir le temps d'y répondre. Par exemple, l'être humain ne réfléchit pas du tout pour respirer, pour digérer. Il reçoit des tas d'informations qui instinctivement le font vivre. Mais cet instinct vient d'un autre temps, d'un temps dédoublé, et en même temps que son corps reçoit des informations instinctives, il reçoit des conséquences de ce monde dédoublé qui lui donnent des pensées nouvelles. Donc il a des intuitions nouvelles qui forment ses propres pensées conscientes. Mais on peut dire aussi qu'une pensée consciente n'est que le résultat d'une investigation dans un temps imperceptible suite à une question inconsciente. C'est-à-dire que cette question inconsciente crée un potentiel dans un temps imperceptible. Dans ce temps imperceptible existent des réponses, et c'est ces réponses qui vont forger les questions suivantes. Donc on peut dire que nos questions ne sont que des intuitions successives. Et bien, le réchauffement climatique, c'est le problème qu'un système solaire comme le nôtre vit en vase clos, système fermé, pendant 25 000 ans. Il y a donc des créations de potentiel et des actualisations de potentiel qui font que ce système clos survit. Puis arrive l'ouverture finale sur les espaces extérieurs, en particulier sur les espaces galactiques. À ce moment-là, les échanges d'informations créent des courants d'énergie différents que lorsque le système était clos. Lorsque le potentiel qui a été créé n'a pas été suffisamment actualisé dans un système isolé, il en résulte une perte d'énergie formidable que l'espace lui-même va essayer de compenser. Et le seul moyen qu'un espace ait de compenser la perte d'énergie, c'est d'attirer une masse, car l'énergie, c'est une masse. Nous assistons en ce moment à cette fin de cycle de notre système solaire et à cette attraction des masses. Ces masses sont gigantesques. Gigantesques puisqu'il faut le dire, les planétoïdes qui arrivent à côté de Pluton forment une planète plus grosse que Pluton. Or, le système keplérien, avec les forces newtoniennes que l'on connaît, fait que nous ne pouvons pas penser que la Terre change simplement parce qu'on modifie son industrie et son agriculture. Regardez un simple exemple qu'on donne facilement, c'est que les pôles de Mars, qui sont des pôles de glace de CO2, fondent. Alors, ce n'est pas l'agriculture martienne ni l'industrie martienne qui font fondre ces pôles. Nous savons maintenant que la Terre commence à rejeter de l'énergie qu'elle n'a pas reçue du Soleil. Ce n'est pas logique. On avait déjà assisté à ça pour les planètes géantes, à savoir que les planètes géantes donnaient une énergie plus grande que l'énergie donnée par le Soleil. Donc on en déduisait qu'elles captaient de l'énergie de l'extérieur. Maintenant, on en arrive à penser que la Terre fait la même chose. Mais cette énergie est une énergie qui est due à un phénomène externe. Alors, pour l'instant, avec les mesures qui sont prises, nous essayons de pallier aux catastrophes probables. On fait du catastrophisme et on donne aux gens le moyen de supprimer les catastrophes. Quand les gens vont s'apercevoir que ces moyens sont insuffisants, ils vont donc paniquer. Et en paniquant, ils vont attirer le potentiel qu'ils ont créé dans le catastrophisme. C'est-à-dire que
toute catastrophe déclenche un potentiel de catastrophe qui peut être actualisé le moment où les gens repensent à ces mêmes potentiels. Il est donc bon de prévenir les gens qu'il y a des solutions. Alors si les gens pensent qu'il suffit simplement de modifier la production de CO2 ou de modifier la production de méthane, de changer notre agriculture et notre industrie, ils verront rapidement que ça n'a aucun effet, ou presque, sur ce réchauffement climatique. Alors, ils n'envisageront plus rien. Mais si on les prévient, alors, une fois prémunis, ils sauront ce qu'il faut faire. Et ça sera tellement simple que le résultat prouvera qu'ils sont dans le droit chemin. Par ma pensée, je crée quelque chose. Si j'ai envie de quelque chose, je fais un projet quelconque. Je veux cela. C'est un potentiel. Au niveau des particules, c'est exactement la même chose. Les particules se créent des potentiels. Elles ont une superposition d'états potentiels. Moi, je peux me créer une superposition d'états potentiels. Le problème, c'est que c'est une perte d'énergie. Donc il faut que pour vivre, je récupère ce potentiel. Mais ce potentiel est collectif. Or, il y a des potentiels que j'ai créés que je ne veux pas actualiser parce qu'ils sont trop dangereux ou stupides. Donc c'est une perte. Maintenant, si je songe que chacune de mes pensées crée un potentiel qui peut être utile, alors n'importe qui voudra actualiser ce potentiel, c'est un gain. Donc si vous créez des potentiels que n'importe qui veut actualiser, vous enrichissez la Terre, qui n'a plus besoin de chercher ailleurs son énergie. Elle résiste dans le système solaire à la fin du dédoublement des temps galactiques et solaires. En fait, la théorie du dédoublement permet de faire un lien entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et c'est l'objet d'ailleurs de ma prochaine publication scientifique que de montrer que l'univers suit cette même loi cyclique et que nous en avons la preuve en astrophysique. Il suffit simplement d'y coller la loi.